Bienvenue sur notre chaîne, dédiée au devoir de mémoire. Ici, nous donnons la parole aux destins oubliés et aux vérités tues par l'histoire officielle. Au-delà des grandes batailles, nous explorons les zones d'ombre des conflits et de leurs lendemains souvent cruels. Écoutons et préservons ces voix du passé. Refuser l'oubli, c'est honorer la vérité. N'oublions jamais. J'ai compris que j'allais mourir quand l'homme en imperméable gris s'est assis à ma table au café Le Select et a posé ma propre photo d'identité devant moi en disant « Bonjour mademoiselle Beaumont » ou devrais-je dire « agent colibri du réseau Alliance ». Et dans cette fraction de seconde où nos regards se sont croisés, j'ai vu dans ses yeux froids qui savaient tout. Mon vrai nom, mon nom de code, mon rôle de courrier pour le réseau de renseignement le plus important de la France occupée, et que le microfilm cousu dans la doublure de mon sac à main contenait des informations sur les positions allemandes en Normandie qui ne parviendraient jamais à Londres parce que ma mission venait de se terminer, et que ma vie probablement aussi. Je m'appelle Claire Beaumont, j'avais 29 ans ce jour du 18 mars 1943. Officiellement secrétaire dans une compagnie d'assurance de la rue de Rivoli. En réalité, agent de liaison pour Alliance, transportant des documents microfilmés, des messages codés, des cartes militaires entre différentes cellules du réseau et parfois jusqu'au point de transmission vers l'Angleterre. Et pendant 18 mois, j'avais réussi à rester invisible, à traverser Paris occupé avec mes secrets, cousus dans mes vêtements ou cachés dans des livres évidés. Mais ce matin-là, ma chance s'était épuisée. 3 autres hommes se sont levés simultanément dans le café, 2 bloquant la sortie et un 3e se positionnant derrière moi. Et l'homme en imperméable gris a souri poliment et a dit « Ne faites pas de scène, mademoiselle. Nous sommes du Sicherheitsdienst. Et vous êtes en état d'arrestation. Levez-vous calmement et suivez-nous. » Et autour de nous, les autres clients du café détournaient le regard ou se concentraient soudainement sur leur tasse. Personne ne voulait être témoin d'une arrestation par le SD, le service de renseignement SS qui opérait depuis le 84 avenue Foch et dont la réputation de cruauté dépassait même celle de la Gestapo. Je me suis levée sans résister, parce que résister n'aurait servi à rien. 4 agents du SD contre une femme de 58 kilos désarmée. Et pendant qu'ils me menottaient discrètement sous la table et me conduisaient vers une Citroën noire garée devant le café, ma seule pensée était pour les autres membres du réseau. Combien d'entre eux étaient-ils compromis? Qui avait parlé? Ou était-ce une surveillance qui m'avait trahi? Et surtout, est-ce que j'allais tenir assez longtemps sous l'interrogatoire pour leur donner le temps de disparaître, de changer les boîtes aux lettres mortes, de modifier les procédures? Le trajet jusqu'à l'avenue Foch a duré 20 minutes, à travers un Paris gris de mars où la pluie fine transformait les trottoirs en miroirs sombres. Et j'essayais de mémoriser le chemin au cas où j'aurais une chance de m'échapper, même si je savais que c'était illusoire. Personne ne s'échappait du 84 avenue Foch. C'était le centre névralgique du renseignement allemand en France. Un hôtel particulier du XIXe siècle, réquisitionné aux propriétaires juifs déportés et transformé en machine à broyer les réseaux de résistance. Quand la voiture s'est arrêtée devant le numéro 84, j'ai vu une façade élégante en pierre de taille, avec des fenêtres à double vitrage et des rideaux de velours. Rien qui suggérait de l'extérieur que c'était un centre de torture. Et cette normalité architecturale rendait l'endroit encore plus sinistre, comme si le mal avait choisi de se cacher derrière la beauté bourgeoise parisienne. Ils m'ont fait entrer par une porte latérale et monter au 2e étage dans un bureau luxueux avec des meubles d'époque et des tableaux au mur, et derrière un grand bureau en acajou était assis un officier SS d'environ 45 ans, cheveux blonds coupés courts,
lunettes sans monture, qui me regardait avec une expression de curiosité professionnelle. Il s'est levé et s'est présenté en français impeccable, avec juste une trace d'accent. Je suis le Sturmbannführer Joseph Kiefer, chef de la section 4 du Sicherheitsdienst, responsable de la lutte contre l'espionnage et le terrorisme en France. Asseyez-vous, mademoiselle Beaumont, nous avons beaucoup de choses à discuter. Et sa politesse était plus terrifiante que des cris auraient été, parce qu'elle suggérait une patience infinie et une confiance totale dans sa capacité à obtenir ce qu'il voulait. Je me suis assise sur la chaise qu'il m'indiquait, toujours menottée, et Kiefer a ouvert un dossier épais devant lui et a commencé à lire à voix haute. Claire Marie Beaumont, née le 23 juin 1913 à Lyon. Diplômée de l'École normale supérieure, professeur de lettres jusqu'en 1940, recrutée par le réseau Alliance en novembre 1941. Nom de code Colibri. Fonction agent de liaison et courrier. Responsable de la transmission de documents entre Paris et les cellules de province. Et il a levé les yeux vers moi et a dit « Vous voyez, mademoiselle, nous savons déjà tout sur vous. Alors épargnez-nous du temps et de l'effort et répondez simplement à mes questions. » Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser, mais j'ai forcé ma voix à rester calme et j'ai dit « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je suis secrétaire dans une compagnie d'assurance. » Et Kiefer a souri, comme un professeur face à un élève qui donne une mauvaise réponse, et a sorti de son dossier une série de photographies. Des photos de moi, prises à mon insu, sortant d'un appartement rue de Vaugirard, entrant dans une librairie boulevard Saint-Michel, parlant avec un homme que je reconnaissais comme étant Renard, un autre agent du réseau. Et il a dit « Nous vous suivons depuis 6 semaines, mademoiselle Beaumont. Nous connaissons tous vos contacts, tous vos points de rencontre. Et d'ailleurs, votre ami Renard est déjà entre nos mains depuis hier soir. C'est lui qui nous a confirmé votre identité. » Cette révélation m'a frappé comme un coup de poing. Renard arrêté, avait-il parlé? Ou Kiefer montait-il pour me faire craquer? Et j'ai réalisé que c'était le début d'un jeu psychologique complexe où la vérité et le mensonge se mélangeraient pour me désorienter et me briser, et que ma seule défense était de ne rien dire, de ne rien confirmer, même si cela signifiait ma mort. Kiefer a continué son interrogatoire pendant 2 heures. Des questions précises sur la structure du réseau Alliance, les noms des chefs, l'identité de Marie-Madeleine Fourcade, que nous appelions Hérisson, les méthodes de transmission vers Londres, les informations que nous avions collectées sur les défenses côtières allemandes. Et à chaque question, je répondais « Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi vous parlez ». Et à chaque déni, sa patience s'érodait légèrement, ses doigts tambourinaient sur le bureau, sa mâchoire se serrait, et finalement, il a fermé le dossier brusquement et a dit « Mademoiselle Beaumont, vous me décevez. J'espérais que nous pourrions avoir une conversation civilisée entre personnes intelligentes. Mais apparemment, vous préférez la méthode difficile. C'est votre choix, et je le respecte. Mais sachez que ce choix aura des conséquences très douloureuses pour vous. » Il a appelé 2 gardes qui sont entrés et m'ont conduite hors du bureau. Et pendant qu'on me faisait descendre plusieurs étages d'escalier vers les sous-sols du bâtiment, Kiefer a crié derrière moi. « Réfléchissez bien cette nuit, mademoiselle Beaumont. Demain, nous reprendrons notre conversation dans des conditions différentes. » Les sous-sols du 84 avenue Foch étaient un dédale de couloirs étroits, avec des portes métalliques numérotées, et on m'a enfermé dans une cellule marquée 7. Une pièce de 2 mètres sur 3, avec un chalit métallique sans matelas, un seau dans le coin et une ampoule nue qui brûlait en permanence, rendant impossible toute notion de jour ou de nuit. Je me suis assis sur le chalit et j'ai essayé de faire l'inventaire de ma situation.
Il savait mon identité, mon rôle et au moins quelques-uns de mes contacts. Mais combien exactement ? Est-ce que Renard avait vraiment parlé ou était-ce un bluff ? Et surtout, combien de temps pouvais-je tenir sous la torture avant de craquer ? Parce que je n'avais aucune illusion sur ce qui m'attendait. J'avais été formée à Londres sur les méthodes d'interrogatoire allemandes. Et je savais que tout le monde finissait par parler. La seule question était, combien de temps on pouvait résister pour donner aux autres le temps de se mettre à l'abri ? Cette nuit-là, ou ce que je pensais être la nuit car je n'avais aucun moyen de mesurer le temps, j'ai essayé de dormir, mais c'était impossible. J'entendais des bruits venant des autres cellules, des gémissements, des cris étouffés, le bruit métallique de portes qui s'ouvraient et se fermaient. Et je savais que dans ces cellules autour de moi, il y avait d'autres résistants, d'autres agents qui subissaient ce que j'allais bientôt subir. Et cette communauté invisible de souffrance était à la fois réconfortante et terrifiante. J'ai pensé à ma famille à Lyon, qui ne savait rien de ma vraie vie, qui pensait que j'étais juste une secrétaire tranquille à Paris. J'ai pensé à mes camarades du réseau Alliance, à tous ces hommes et femmes ordinaires devenus extraordinaires par leur choix de résister. Et j'ai pensé à l'Angleterre libre, quelque part au-delà de la Manche, où nos informations aidaient à planifier la libération future. Et ces pensées m'ont donné un semblant de courage pour affronter ce qui allait suivre. Le lendemain matin, ou peut-être était-ce le soir, je n'avais aucun moyen de savoir. Les gardes sont venus me chercher et m'ont conduite à travers le couloir jusqu'à une porte marquée 14. Et quand cette porte s'est ouverte, j'ai vu une pièce carrelée de blanc de 4 mètres sur 4, avec un plafond bas et une grande baignoire de porcelaine blanche au centre. Et cette baignoire, remplie d'eau jusqu'au bord, brillait sous les lampes comme quelque chose d'innocent et quotidien. Et je ne comprenais pas encore que cet objet domestique banal allait devenir l'instrument de ma torture, que pendant les semaines suivantes, cette baignoire serait le théâtre de ma destruction progressive, et que même si je survivais physiquement, je ne serais plus jamais capable de prendre un bain sans revivre la terreur de ces moments où j'allais croire me noyer encore et encore, jusqu'à ce que mon esprit et mon corps ne sachent plus faire la différence entre la simulation et la réalité de la mort par noyade. La baignoire que j'avais vue en entrant dans la salle 14 allait devenir mon cauchemar récurrent pour le reste de ma vie. Mais ce premier jour, je ne comprenais pas encore comment un objet aussi ordinaire pouvait être transformé en instrument de torture. Et Kiefer est entré dans la pièce quelques minutes après moi, accompagné de 2 gardiens et d'un homme en blouse blanche qui se présentait comme médecin. Et cette présence médicale ajoutait une couche d'obscénité à ce qui allait suivre, parce qu'elle signifiait que la torture serait calibrée scientifiquement pour maximiser la souffrance sans tuer immédiatement. Kiefer s'est approché de moi et a dit d'une voix calme et professionnelle : « Mademoiselle Beaumont, je vais vous expliquer exactement ce qui va se passer. Maintenant, nous allons vous attacher sur cette planche que vous voyez là. Nous allons vous incliner tête en bas au-dessus de la baignoire et nous allons immerger votre tête dans l'eau pendant 40 à 60 secondes. Puis, nous vous remonterons et je vous poserai une question. Si vous répondez honnêtement, nous arrêtons tout. Si vous refusez de répondre ou si vous mentez, nous répétons le processus. C'est une méthode très efficace que nous avons perfectionnée et qui ne laisse presque aucune marque visible. Et je vous assure que, après quelques immersions, vous serez très motivé à coopérer. » Les gardiens m'ont forcé à m'allonger sur une planche en bois équipée de sangles en cuir. Ils ont attaché mes poignets, mes chevilles et mon torse, si serrés que je ne pouvais plus bouger d'1 millimètre. Et le médecin a placé un stéthoscope sur ma poitrine pour surveiller mon rythme cardiaque et a dit à Kiefer : « Elle est en bonne santé.
Elle peut supporter au moins 15 à 20 immersions avant que le cœur devienne problématique. Et cette évaluation clinique de ma capacité à endurer la torture me donnait envie de vomir. Mais mon estomac était vide depuis l'arrestation. Ils ont basculé la planche de façon à ce que ma tête pende au-dessus de la baignoire. Et j'ai vu l'eau approcher de mon visage. Et tous mes instincts criaient de résister, de me débattre. Mais les sangles me maintenaient immobile. Et Kiefer a dit « Dernière chance, mademoiselle Beaumont. Donnez-moi le nom de votre contact principal à Paris et nous arrêtons immédiatement. » Et j'ai fermé la bouche et serré les dents. Et ils ont plongé ma tête sous l'eau. La première immersion a été une expérience de terreur pure, que rien dans ma formation à Londres ne m'avait préparée à affronter. L'eau froide a rempli mes narines, mes oreilles. J'ai instinctivement retenu ma respiration. Mais après 30 secondes, mes poumons brûlaient. Et après 45 secondes, mon corps a paniqué et j'ai ouvert la bouche involontairement et l'eau a envahi ma gorge. Et j'étais certaine que j'allais me noyer, que c'était la fin. Et au moment exact où j'allais perdre connaissance, ils m'ont remonté et l'air a explosé dans mes poumons et j'ai toussé et vomi de l'eau pendant que Kiefer demandait calmement « Qui est votre contact principal ?» Je ne pouvais pas parler, je haletais trop violemment et ce silence a été interprété comme un refus et sans me laisser récupérer, ils m'ont replongé immédiatement et cette fois c'était pire parce que mes poumons n'avaient pas eu le temps de se remplir complètement d'air et la sensation de noyade est arrivée plus vite. Et quand ils m'ont remonté après 50 secondes, j'ai hurlé sans même former de mots articulés, juste un cri animal de terreur et de douleur. Le cycle s'est répété 10 fois pendant cette première séance. Immersion jusqu'à la limite de la mort, remontée juste assez longtemps pour que je reprenne une respiration partielle, question de Kiefer, mon silence ou mes dénégations, reimmersion. Et à chaque fois la terreur augmentait parce que mon cerveau enregistrait que j'étais en train de mourir et que tous mes instincts de survie hurlaient de céder, de dire n'importe quoi pour que ça s'arrête. Mais je pensais à mes camarades du réseau à Hérisson, notre chef à tous ceux qui comptaient sur mon silence. Et je serrais les dents et je refusais de parler, même si chaque fibre de mon être voulait crier tous les noms, toutes les adresses, tous les secrets que je connaissais. Après la 10e immersion, le médecin a vérifié mon pouls et a dit à Kiefer « Attention, son rythme cardiaque devient irrégulier. Je recommande d'arrêter pour aujourd'hui. » Et Kiefer a consulté sa montre et a dit « D'accord, nous reprendrons demain. » Et ils m'ont détaché de la planche et traîné hors de la salle 14 et jeté dans ma cellule où je me suis effondrée sur le sol en tremblant de façon incontrôlable. Les jours suivants ont établi une routine cauchemardesque. Chaque matin, à 9 heures précises, les gardes venaient me chercher et me conduisaient à la salle 14. Et les séances duraient entre 2 et 3 heures, pendant lesquelles je subissais 15 à 20 immersions, entrecoupées des questions de Kiefer qui variaient ses approches. Parfois, il criait et me menaçait de tortures encore pires. Parfois, il adoptait un ton paternel et compatissant et disait « Claire, je ne veux pas vous faire souffrir. Pourquoi vous obstinez-vous à protéger des gens qui vous ont abandonné ? Donnez-moi juste un nom, un seul nom, et je vous promets que tout cela s'arrêtera. » Entre les séances, je restais dans ma cellule à trembler de froid et de traumatisme. Mes poumons brûlaient constamment. Je toussais de l'eau mélangée à du sang. Et je ne dormais presque plus, parce que chaque fois que je fermais les yeux, je revivais la sensation de noyade, et je me réveillais en suffoquant et en agitant les bras comme si j'étais encore sous l'eau. Au bout d'une semaine, j'avais perdu toute notion du temps. Je ne savais plus quel jour on était, ni combien de séances j'avais subies. Je commençais à avoir des hallucinations, où je voyais ma mère morte depuis 10 ans, me supplier d'arrêter de souffrir. Et ma résolution faiblissait dangereusement,
et plusieurs fois pendant les immersions, j'ai été sur le point de crier un nom, n'importe quel nom, juste pour que ça s'arrête. Mais au dernier moment, quelque chose en moi, plus profond que l'instinct de survie, refusait de trahir. Un jour, entre 2 séances, alors qu'on me ramenait à ma cellule, j'ai croisé dans le couloir une autre femme, encadrée par des gardes. Elle avait le visage tuméfié et marchait en boitant. Et nos regards se sont croisés pendant une fraction de seconde. Et dans ses yeux, j'ai vu le même mélange de terreur et de détermination que je sentais dans les miens. Et ce bref moment de connexion avec une autre victime m'a donné un regain de force, parce que je réalisais que je n'étais pas seule, que d'autres résistaient aussi. Cette nuit-là, ou c'est que je pensais être la nuit, j'ai entendu une voix de femme qui venait de la cellule adjacente, un murmure à peine audible à travers le mur. Et la voix disait « Tiens bon, ne leur donne rien, ils torturent tout le monde, de toute façon, que tu parles ou non. » Et j'ai murmuré en retour « Qui es-tu » Et elle a répondu « Je m'appelle Denise, Réseau Combat, arrêtée il y a 2 mois. J'ai parlé après 3 semaines et ils m'ont torturée quand même. Alors, ne fais pas la même erreur que moi. » Cette révélation m'a glacé le sang, parce qu'elle confirmait ce que je savais déjà intellectuellement, mais que je refusais d'accepter émotionnellement. Que coopérer ne servait à rien, sauf à charger sa conscience. Que Kiefer me torturerait jusqu'à ce que je sois morte ou déportée, peu importe ce que je dirais. Et que ma seule victoire possible était de tenir assez longtemps pour que mes camarades aient le temps de se mettre à l'abri. Au bout de 3 semaines, j'étais dans un état physique catastrophique. J'avais développé une pneumonie à cause de l'eau constamment inhalée. Je crachais du sang à chaque quinte de toux. J'avais perdu au moins 10 kilos et mon corps n'était plus qu'un squelette tremblant. Et le médecin a dit à Kiefer, « Elle ne tiendra plus très longtemps dans cet état. Soit elle parle bientôt, soit elle meurt, et nous n'aurons rien obtenu. » Kiefer a décidé de changer de tactique. Au lieu de me ramener à la salle 14, il m'a fait monter à son bureau et m'a offert une chaise confortable et du thé chaud, et même un morceau de pain. Et cette gentillesse soudaine, après des semaines de torture, était plus déstabilisante que la violence, parce qu'elle créait une fausse intimité qui me rendait vulnérable. Et il a dit, « Claire, je vous en prie, soyez raisonnable. Vous allez mourir pour rien. Votre réseau est déjà démantelé. Nous avons arrêté 43 personnes ce mois-ci, donc plusieurs de vos contacts directs. Votre silence n'a plus aucun sens stratégique. Il ne sert qu'à prolonger votre agonie inutilement. » J'ai bu le thé et mangé le pain parce que mon corps en avait désespérément besoin. Et pendant que je mangeais, Kiefer a sorti de son dossier de nouvelles photographies. Des photos d'hommes et de femmes que je reconnaissais comme membres d'Alliance. Certains en train d'être arrêtés, d'autres déjà en prison. Et il pointait chaque photo et disait « Celui-ci a parlé après 2 jours. Celle-ci a résisté 1 semaine avant de tout avouer. Votre ami Renard nous a donné 27 noms avant de mourir d'une crise cardiaque pendant un interrogatoire. » Et je regardais ces visages de gens que je connaissais et j'essayais de déterminer si Kiefer disait la vérité ou s'il bluffait pour me briser psychologiquement. Il a posé une dernière photo devant moi et a dit « Regardez bien Claire, c'est votre amie Marguerite. Nous l'avons arrêtée hier grâce aux informations d'un autre agent qui a coopéré. Et sur la photo, je voyais effectivement Margot, ma meilleure amie du réseau, celle avec qui j'avais partagé un appartement pendant 6 mois. Et Kiefer a dit « Elle est au sous-sol en ce moment. Et demain, elle ira dans la salle 14, à moins que vous me donniez une raison de l'épargner. Alors, qu'est-ce que ce sera, Claire? Est-ce que vous voulez que votre amie subisse ce que vous avez subi? Ou est-ce que vous allez enfin être raisonnable et coopérer avec nous ?» Le chantage de Kiefer concernant Margot m'a placé face au dilemme le plus horrible qu'un être humain puisse affronter.
choisir entre ma propre intégrité morale et la souffrance d'une amie innocente. Et pendant les 24 heures suivantes, enfermée dans ma cellule, j'ai tourné le problème dans tous les sens, en essayant de trouver une issue qui n'existait pas. Si je parlais, je trahissais le réseau et condamnais peut-être des dizaines de personnes. Si je me taisais, Margot subirait les mêmes tortures que moi, et peut-être pire. Et cette impossibilité de faire le bon choix me détruisait plus sûrement que la baignoire ne l'avait fait. Le lendemain matin, Kiefer a tenu sa promesse de la manière la plus cruelle possible. Les gardes m'ont amené non pas dans la salle 14, mais dans une pièce adjacente, équipée d'une vitre sans tain, et de l'autre côté de cette vitre, j'ai vu Margot, attachée sur la planche, au-dessus de la baignoire. Et Kiefer, debout à côté de moi, a dit « Regardez bien, Claire, votre amie va maintenant subir sa première immersion, et vous allez compter les secondes avec moi. 1, 2, 3, 4. » Et à travers la vitre, j'ai vu le corps de Margot se débattre contre les sangles pendant qu'il maintenait sa tête sous l'eau. Et à 45 secondes, ses mouvements sont devenus frénétiques et désespérés. Et à 55 secondes, ils l'ont remontée et elle a vomi de l'eau en haletant, exactement comme je l'avais fait. Kiefer a dit « Nous pouvons arrêter cela immédiatement. Claire, tout ce que vous avez à faire, c'est me donner une seule information vérifiable. Une adresse de planque, un nom de contact, n'importe quoi qui prouve votre bonne foi. » Et je regardais Margot à travers la vitre et je voyais la terreur dans ses yeux. Et je ne pouvais plus supporter l'idée qu'elle souffre à cause de mon silence. Et ma bouche s'est ouverte et j'ai dit d'une voix brisée « Arrêtez s'il vous plaît, je vais parler. » Et Kiefer a fait un signe et les gardiens ont détaché Margot et l'ont emmenée hors de la salle. Et il s'est tourné vers moi avec un sourire de triomphe et a dit « Excellente décision, Claire. Maintenant, dites-moi ce que vous savez. » J'ai cherché désespérément dans ma mémoire une information qui satisferait Kiefer sans trop compromettre le réseau. Et je me suis souvenu d'un appartement rue de Grenelle que nous avions utilisé comme boîte aux lettres morte en décembre, mais que nous avions abandonné en janvier après une alerte de sécurité. Et j'ai donné cette adresse en priant pour qu'elle soit vraiment vide. Et Kiefer a noté soigneusement et a dit « Nous allons vérifier, et si vous m'avez menti, les conséquences seront terribles pour vous et pour votre ami. » 3 jours d'attente dans ma cellule, pendant lesquels je ne savais pas si j'avais commis une erreur fatale ou si mon pari avait fonctionné. Et au matin du 4e jour, Kiefer est venu me voir avec une expression satisfaite et a dit « Nous avons perquisitionné l'appartement rue de Grenelle et nous avons trouvé la cache exactement où vous l'avez décrite. Elle était vide, mais les traces de son utilisation récente confirment que vous dites la vérité. Félicitations Claire, vous venez de prouver votre coopération. » Cette nouvelle m'a donné un soulagement momentané. L'adresse était bien abandonnée, donc je n'avais directement compromis personne. Mais ce soulagement s'est transformé en horreur quand Kiefer a ajouté « Maintenant que nous savons que vous êtes disposés à coopérer, nous allons pouvoir travailler ensemble de manière plus productive. Je veux que vous me donniez toutes les autres adresses de planques que vous connaissez à Paris. » Et j'ai compris que ma capitulation partielle n'avait fait qu'ouvrir une porte que je ne pourrais plus refermer. Kiefer m'a ramené à son bureau et a passé 6 heures à m'interroger méthodiquement sur la structure du réseau Alliance. Et j'essayais de naviguer entre donner assez d'informations pour qu'il reste satisfait et protéger les éléments vraiment critiques. Et après cette séance épuisante, il m'a dit « Très bien Claire, vous avez fait des progrès aujourd'hui, mais je sens que vous me cachez encore beaucoup de choses. Demain, nous reprendrons, et j'espère que vous serez encore plus coopérative. Sinon, votre amie Margot retournera dans la salle 14. » Cette menace constante concernant Margot était l'arme psychologique parfaite. Kiefer avait identifié mon point faible et l'exploitait impitoyablement.
Et le lendemain, quand il a demandé une deuxième adresse de planque, j'ai donné celle d'un appartement rue du Bac que je croyais également abandonné depuis février. Mais j'avais tort. Ma mémoire défaillante à cause des semaines de torture et de privation m'avait trahi. Et cette adresse était encore active et abritait 3 agents du réseau dont je ne savais pas qu'ils y étaient revenus après une mission en province. 2 jours plus tard, Kiefer est entré dans ma cellule avec une expression de rage froide et a jeté sur mon chalit une série de photographies montrant l'arrestation de 3 personnes devant l'appartement rue du Bac, et il a dit « Grâce à vous, Claire, nous avons capturé 3 terroristes importants, un radio, un spécialiste en explosifs et un organisateur de réseaux d'évasion. Et maintenant, leur sang est sur vos mains. Comment vous sentez-vous en sachant que vous avez trahi vos propres camarades ?» Je regardais les photos et je reconnaissais les visages. Jean-Pierre, le radio que j'avais rencontré 2 fois, Simone, la spécialiste que je connaissais à peine, et Marc, l'organisateur avec qui j'avais travaillé sur plusieurs missions. Et la culpabilité qui m'a submergée à ce moment était pire que toute la torture physique que j'avais endurée, parce que j'avais fait exactement ce que j'avais juré de ne jamais faire. J'avais trahi mes compagnons. J'avais donné à l'ennemi les moyens de détruire une partie du réseau. Et peu importait que ce soit involontaire ou sous contrainte. Le résultat était le même. 3 personnes étaient maintenant entre les mains du SD à cause de moi. Kiefer a exploité cette culpabilité avec une précision chirurgicale. Il revenait chaque jour me montrer de nouvelles photos des 3 agents arrêtés, des images de leurs interrogatoires, et il disait « Vous voyez Claire, Jean-Pierre a été torturé hier à cause de vous. Simone pleure dans sa cellule en se demandant qui l'a trahi. Marc a essayé de se suicider, mais nous l'avons sauvé pour qu'il puisse être jugé et fusillé. Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous avez accompli ? Je suis tombée dans une dépression si profonde que je ne parlais plus, ne mangeais plus. Je restais allongée sur mon chalit, à fixer le plafond, en revivant en boucle le moment où j'avais donné l'adresse rue du Bac. Et je me demandais si je méritais de vivre, si ma survie valait le prix de 3 vies détruites. Un soir de mai, j'ai pris la décision que je ne pouvais plus continuer, que la seule façon de racheter ma trahison était de mourir. Et j'ai commencé à me cogner la tête contre le mur de béton de ma cellule, avec toute la force que mon corps affaibli pouvait produire, encore et encore, jusqu'à ce que le sang coule sur mon visage. Et les gardiens ont entendu le bruit, et sont entrés, et m'ont maîtrisé et attaché sur mon chalit. Et après cela, j'ai été mise sous surveillance constante, 24 heures sur 24, avec un gardien posté devant ma porte qui me regardait à travers le judas pour s'assurer que je ne tenterais plus de m'auto-détruire. En juin, Kiefer m'a informé que j'allais être déportée à Ravensbrück, le camp de concentration pour femmes en Allemagne, que les interrogatoires étaient terminés et que j'avais donné tout ce que je savais d'utile, et qu'en reconnaissance de ma coopération partielle, je ne serais pas fusillée comme terroriste, mais simplement envoyée en camp, et cette fausse clémence était encore une forme de torture, parce qu'elle me forçait à vivre avec ma culpabilité au lieu de l'effacer par une mort rapide. Il m'a aussi dit que Margot avait été déportée 2 semaines plus tôt, qu'elle était partie dans le même convoi que les 3 agents arrêtés grâce à moi, et que si je survivais, peut-être que nous nous reverrions dans le camp. Et ces mots ont planté en moi un espoir désespéré de pouvoir un jour demander pardon à Margot, même si je savais que ce pardon était probablement impossible. La dernière fois que j'ai vu Kiefer, c'était la veille de mon départ pour Ravensbrück. Il m'a fait venir à son bureau une dernière fois et m'a dit presque cordialement « au revoir ». « Claire, je dois dire que vous avez été une adversaire coriace. Vous avez résisté plus longtemps que la plupart avant de céder. Et les informations que vous nous avez finalement données, bien qu'incomplètes, ont été utiles. J'espère que vous survivrez au camp et que vous pourrez raconter votre histoire après la guerre,
pour que les gens comprennent que la résistance est inutile face à la détermination du Reich. Je les regardais sans répondre parce que je n'avais plus de mots, plus de rage, plus rien qu'un vide immense où avaient été ma fierté et mon honneur. Et en sortant de son bureau pour la dernière fois, j'ai pensé que quelle que soit l'issue de la guerre, j'étais déjà morte, que la femme qui était entrée dans ce bâtiment en mars n'existait plus, et que celle qui partait pour Ravensbrück n'était qu'une coquille vide, portant le poids insupportable d'une trahison qui la entrait jusqu'à son dernier souffle. Le voyage vers Ravensbrück, dans un wagon à bestiaux, avec 90 autres femmes entassées sans eau ni toilette pendant 3 jours, aurait dû être le pire moment de ma vie. Mais après ce qui s'était passé avenue Foch, j'étais devenue presque insensible à la souffrance physique. Et pendant tout le trajet, je suis restée recroquevillée dans un coin, à penser aux 3 agents que j'avais condamnés, à me demander s'ils étaient dans un autre wagon du même convoi, s'ils savaient que c'était moi qui les avais trahis. Et cette torture mentale était infiniment plus destructrice que la faim, la soif ou la puanteur du wagon. L'arrivée au camp, en juin 1943, m'a confrontée à une nouvelle forme d'enfer. Les baraquements surpeuplés, le travail forcé 14 heures par jour dans l'usine textile Siemens, les appels interminables sous la pluie ou la neige, les coups constants des surveillantes SS et la faim permanente qui transformait les femmes en squelettes ambulants. Mais j'accueillais presque cette souffrance comme une pénitence méritée pour ma trahison, et je travaillais jusqu'à l'épuisement total en espérant que, peut-être, je mourrais et que cette mort effacerait ma faute. Dans le baraquement 15 où j'ai été assignée, il y avait environ 300 femmes de toutes nationalités entassées sur des chalits à 3 niveaux. Et parmi elles, j'ai reconnu plusieurs visages du réseau Alliance arrêtés dans les mois précédents. Et quand elles m'ont vue, certaines m'ont salué avec soulagement de retrouver une camarade. Mais d'autres m'ont regardé avec suspicion et froideur. Et une femme nommée Hélène, qui avait été radio à Lyon, s'est approchée de moi et m'a dit à voix basse : « On dit que tu as parlé avenue Foch, que c'est à cause de toi que plusieurs ont été pris. Est-ce que c'est vrai ? » J'aurais pu nier, mentir, me défendre, mais j'étais trop épuisée par la culpabilité pour continuer à porter ce secret. Et j'ai dit oui. J'ai parlé, j'ai donné une adresse, et 3 personnes ont été arrêtées à cause de moi. Et Hélène m'a regardée avec un mélange de pitié et de dégoût, et a dit : « Alors reste loin de moi, Claire. Je ne veux rien avoir à faire avec une traîtresse. » Et elle est partie. Et le mot s'est répandu dans le baraquement. Et certaines femmes ont cessé de me parler complètement. Mais d'autres ont été plus compréhensives. Une femme polonaise nommée Zofia, qui avait elle aussi été torturée et avait cédé sous la torture, m'a dit un soir : « Nous avons toutes nos limites, Claire. Certaines tiennent 3 jours, d'autres 3 semaines. Mais tout le monde finit par casser. Ceux qui jugent n'ont jamais été dans la salle de torture. » Et sa compassion m'a fait pleurer pour la première fois depuis des mois. Pendant l'été 43, j'ai cherché désespérément Margot dans le camp. Je demandais à chaque nouvelle arrivante si elle l'avait vue. Je scrutais les visages pendant les appels. Et finalement, en août, une femme de son baraquement m'a appris que Margot était morte en juillet, de typhus aggravé par la malnutrition et les mauvais traitements. Et cette nouvelle m'a brisée complètement, parce que je n'aurais jamais la possibilité de lui demander pardon, de lui expliquer que j'avais parlé pour la protéger, elle, et que finalement, ma trahison n'avait servi à rien, puisqu'elle était morte quand même. Les 2 années suivantes à Ravensbrück sont passées dans un brouillard de travail forcé et de survie quotidienne. J'ai vu des centaines de femmes mourir autour de moi, de faim, de maladie, d'épuisement, ou assassinées par les SS. Et plusieurs fois,
j'ai été si proche de la mort moi-même que seul le hasard m'a sauvée. Et je me demandais pourquoi je survivais, alors que tant d'autres, meilleurs que moi, mouraient. Et cette question renforçait ma conviction que je ne méritais pas de vivre. En avril 1945, quand la Croix-Rouge suédoise a évacué certaines prisonnières, dont moi, dans le cadre d'un échange négocié par le comte Bernadotte, et que notre bus a franchi la frontière danoise et que nous étions enfin libres, les autres femmes pleuraient de joie. Mais moi, je ne ressentais qu'un vide immense, parce que la liberté ne changeait rien à ma culpabilité. Le retour en France, en mai 1945, aurait dû être un triomphe. Les agents du réseau Alliance qui avaient survécu étaient accueillis comme des héros. On nous décorait, on nous interviewait pour les journaux. Et moi, j'ai été citée comme ayant résisté courageusement aux interrogatoires du SD. Et personne ne savait que j'avais parlé, que j'avais trahi. Et cette image publique de résistante courageuse contrastait si violemment avec la réalité que je me sentais comme une imposteur vivant un mensonge permanent. J'ai appris le sort des 3 agents arrêtés grâce à moi. Jean-Pierre le radio avait été fusillé au fort de Mont-Valérien en septembre 1943. Simone était morte à Ravensbrück en janvier 1944, avant même mon arrivée. Et Marc avait survécu à Buchenwald et était rentré en France avec des séquelles physiques et mentales permanentes. Et quand je l'ai croisé par hasard à Paris en juillet 1945, il m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Était-ce du pardon ou de l'accusation ? Et je n'ai pas eu le courage de lui parler, de m'excuser, de lui expliquer. En 1946, le gouvernement français m'a proposé la Légion d'honneur pour mes services à la résistance. Et j'ai refusé en disant simplement que je ne méritais aucune décoration. Et les officiels ont interprété ce refus comme de la modestie, alors que c'était de la honte. Et ils ont insisté pendant des années, mais j'ai toujours refusé tous les honneurs, toutes les commémorations. J'ai essayé de reprendre ma vie d'enseignante, mais c'était impossible. Je ne pouvais pas me concentrer. Je faisais des crises de panique en classe. Et après 6 mois, j'ai démissionné et j'ai pris des emplois qui ne demandaient pas de responsabilité ni d'interaction sociale. Bibliothécaire, archiviste, des métiers où je pouvais me cacher derrière des livres et des documents. L'alcoolisme est venu progressivement. Dans les années 50, boire était la seule façon d'endormir les cauchemars et la culpabilité. Et pendant 20 ans, j'ai vécu dans un brouillard éthylique, ponctué de périodes de sobriété forcée et de rechute. Et mes rares amis m'ont abandonné les uns après les autres, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi une héroïne de guerre vivait comme une épave. Pendant 50 ans, j'ai gardé le secret de ma trahison. Je n'en ai parlé à personne, sauf une fois à un prêtre en confession qui m'a dit que Dieu me pardonnait, mais que je devais me pardonner moi-même. Et cette idée de pardon personnel me semblait impossible. Comment pourrais-je me pardonner d'avoir causé la mort de 3 personnes ? En 1997, une historienne nommée Anne Simonin, qui écrivait un livre sur les femmes du réseau Alliance, m'a contactée pour recueillir mon témoignage. Et au début, j'ai refusé, comme j'avais refusé toutes les demandes précédentes. Mais elle a insisté en disant que j'étais l'une des dernières survivantes capables de raconter ce qui s'était passé avenue Foch. Et finalement, à 74 ans, j'ai accepté, à condition de pouvoir tout raconter, même et surtout ma trahison. Pendant 3 jours en octobre 97, j'ai parlé à Anne et elle a enregistré chaque mot. Et pour la première fois en 54 ans, j'ai raconté l'histoire complète sans rien cacher. Les tortures dans la salle 14, le chantage concernant Margot, l'adresse rue du Bac que j'avais donnée croyant qu'elle était vide, l'arrestation des 3 agents et toute la culpabilité que j'avais portée en silence pendant plus d'un demi-siècle. Anne m'écoutait sans me juger et quand j'ai fini, elle m'a dit « Claire, vous devez comprendre que vous n'étiez pas responsable.
que la torture brise tout le monde, que ceux qui vous jugent n'ont jamais été attachés sur cette planche au-dessus de cette baignoire. Et ces mots ne m'ont pas guéri de ma culpabilité, mais ils m'ont aidé à porter ce fardeau un peu différemment. Son livre est sorti en 1999 et mon témoignage y occupait 2 chapitres. Et pour la première fois, l'histoire des tortures par immersion avenue Foch était documentée publiquement avec des détails précis. Les chiffres établis par les historiens montraient qu'environ 300 à 400 femmes avaient subi cette torture spécifique au 84 avenue Foch entre 1940 et 1944, que beaucoup étaient mortes, soit noyées pendant les séances, soit de pneumonie dans les semaines suivantes, et que la plupart des survivantes avaient été déportées à Ravensbrück, où environ la moitié sont mortes. Josef Kiefer avait été jugé à Nuremberg et pendu en juin 1947 pour crime de guerre. Mais cette justice tardive ne ressuscitait pas les morts et ne guérissait pas les traumatismes des survivantes. Aujourd'hui, j'ai 86 ans. Je vis dans une maison de retraite à Versailles. Mon corps est fragile, mais ma mémoire reste douloureusement claire. Je me souviens de chaque immersion dans cette baignoire, de chaque seconde où j'ai cru mourir, du visage de Margot à travers la vitre, du moment où j'ai prononcé l'adresse rue du Bac et de la photo des 3 agents arrêtés que Kiefer avait jetés sur mon chalit. Je sais que je vais bientôt mourir, et avant de partir, je veux que vous compreniez plusieurs choses essentielles que 57 ans de réflexion m'ont enseigné. Premièrement, que la torture fonctionne, qu'elle brise les gens, que l'idée du résistant héroïque qui ne parle jamais est un mythe dangereux. Tout le monde a un point de rupture, et les tortionnaires professionnels comme Kiefer savent exactement comment trouver ce point. Deuxièmement, que la culpabilité du survivant est réelle et destructrice. Que ceux qui ont parlé sous la torture portent souvent une culpabilité plus lourde que la torture elle-même, et que cette culpabilité peut détruire une vie aussi sûrement que la mort physique. Troisièmement, que l'histoire de la résistance est plus complexe et nuancée que les récits héroïques simplifiés qu'on enseigne. Qu'il y avait des résistants qui ont tenu jusqu'à la mort sans rien dire et qui méritent notre admiration absolue, mais qu'il y avait aussi ceux, comme moi, qui ont résisté aussi longtemps qu'ils ont pu, puis ont cédé sous une pression insupportable, et que ces derniers méritent aussi notre compassion plutôt que notre jugement. Et finalement que la vraie leçon de mon histoire n'est pas que j'étais faible ou traîtresse, mais que la torture est une arme qui détruit non seulement le corps, mais l'âme, et que nous devons nous battre pour qu'elle soit abolie partout dans le monde, parce qu'aucun être humain ne devrait jamais avoir à faire les choix impossibles que j'ai dû faire. Je m'appelle Claire Beaumont, j'ai été agent de liaison du réseau Alliance, j'ai résisté 3 semaines aux tortures avenue Foch avant de céder partiellement. Ma trahison forcée a causé l'arrestation de 3 personnes, dont 2 sont mortes, et j'ai porté cette culpabilité pendant 57 ans. Et ma voix est l'une des dernières qui peut encore dire « Voici la vérité complète, sans héroïsme mensonger. Voici ce que la torture fait vraiment aux êtres humains. Alors souvenez-vous de nous, toutes les femmes de la salle 14, celles qui sont mortes et celles qui ont survécu, et faites en sorte que jamais plus la torture ne soit acceptée ou normalisée sous aucun prétexte, parce que son vrai pouvoir n'est pas d'obtenir de l'information, mais de détruire l'humanité de ceux qui la subissent et de ceux qui l'infligent.